Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Comme chaque semaine, on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans ces playoffs NBA qui sont passionnants. Et en parlant un petit peu entre nous, on se disait que voilà une chose, un des trucs qui était le plus excitant tout au long de la saison régulière et y compris durant ces playoffs, c'est le côté un petit peu incertitude. C'est vrai que, mis à part Brooklyn, qui a jamais eu son équipe de départ sur le terrain, c'était une équipe un petit peu virtuelle. Il n'y a plus trop de super teams. En tout cas, il n'y en a pas à ce stade des playoffs. Et ça rend ces séries de plus en plus imprédictibles. C'est bien difficile de savoir à ce stade, alors qu'on est déjà bien avancé dans le second tour, qui sera le favori pour rejoindre les finales d'un côté comme de l'autre. Et pour parler de tout ça, je suis rejoint comme d'habitude par mes acolytes Shai Mamou et Antoine Pimel pour discuter un petit peu de tout ça. Première chose, tout simplement, au départ de ces playoffs, est-ce que vous imaginiez qu'au second tour, à ce stade-là de la compétition, la plupart des séries, 3 des 4 du moins qui restent en cours, seraient aussi serrées? Ou est-ce que c'est un petit peu vous avez été surpris un petit peu par certaines des équipes en lice? Je sais que dans les pronos que j'avais fait de mon côté ou quand on en discutait avec Antoine et les autres, j'ai mis pas mal de pronostics avec des scores serrés. À part peut-être, il me semble que j'avais mis que les Warriors gagneraient assez largement. Le reste, je m'y attendais. Par contre, c'est vraiment c'est kiffant tout simplement en fait. Parce que je m'aperçois que toutes ces années où on a eu des super teams ou des superstars ultra dominantes, avec à chaque fois voilà, titre ou bust, voilà, quand tu as les Warriors ou les équipes avec LeBron, c'est tout de suite, tu t'attends à ce qu'il y a un favori clair et tu t'attends à les revoir à la fin. Et l'incertitude, comme tu disais là en intro, je trouve ça, tous les jours, je change d'avis sur la tournure vont prendre les finales, sur quelle est l'équipe la mieux placée pour gagner le titre. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Moi, je suis pas surpris non plus. Ça fait un petit moment déjà qu'à l'Est, on annonce que les playoffs, notamment à partir du second tour, seront vraiment très disputés. Qu'a priori, les quatre qui auraient rejoint le dernier carré à l'Est seraient vraiment proches. Donc, qu'au final, les séries soient serrées, je suis pas surpris. Pareil à l'Ouest, pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'on avait vachement mis en avant le fait qu'il n'y avait pas forcément un vrai grand favori à l'Ouest. Du coup, je ne suis pas étonné que les séries soient serrées. Pardon. Par contre, c'est vrai que, comme dit Shai, il y a quand même vachement ce côté sur les playoffs où d'un match à l'autre, je crois que c'est surtout vrai pour la série Boston-Milwaukee, mais d'un match à l'autre, tu te dis, ah, en fait, c'est eux qui vont gagner. Ah non, mais en fait, c'est eux. Et même Miami-Philadelphie, tu vois, avec le changement de dynamique, tu pourrais aussi l'appliquer en fait à toutes les séries où il y a 2-2. Hein. Tu peux te dire, ah oui, c'est vrai, effectivement. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr que c'est cette équipe qui va passer, alors que tu pensais peut-être le contraire 5 jours avant. Enfin, ça évolue beaucoup, ouais. Cette série-là, quand même, pour le coup, le Miami-Philadelphie, après le 2-0, je ne m'attendais pas à ce que les Sixers reviennent. Outre le fait qu'Embiid était très incertain, mais qu'on se doutait bien qu'il allait revenir, je ne les voyais pas revenir à 2-2. Pour moi, ça ne fonctionnait pas ou plus, et j'imaginais pas ça, en fait. Moi, tu vois, au partir du moment où Embiid y jouait, je m'étais dit, s'il gagne ce match, littéralement, il va être complètement transformé. S'il gagne le match 3, hein, pas le 4, le match 3, parce que ça fait vraiment, ah bah tiens, un autre star, elle est là, et ah bah quand il est là, en fait, on ne perd pas. Donc je me doutais que ça créerait l'élan un petit peu de se dire, ah, on est en confiance, c'est bon, on joue avec lui, même s'il n'est pas à 100%, ils ne peuvent pas nous battre quand il est là. Euh, le match 5 sera intéressant. C'est peut-être la série où je vois le. Je réfléchis. Non, il y a Milwaukee. Non, ok. J'allais dire, c'est peut-être la série où je vois plus l'équipe à l'extérieur l'emporter, mais je sais pas en fait, parce que j'ai aussi une grande confiance en Milwaukee. Enfin bon, toutes les séries sont dingues. On a des beaux playoffs. Hein. Carrément, et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'à part peut-être Philadelphie avec l'ajout tardif de James Harden, mais sachant que le corps de l'équipe était quand même était déjà en place, toutes les équipes engagées, là, c'est des équipes qui sont vraiment construites sur la durée, en fait. Milwaukee, c'est la même équipe depuis des années, Boston, même chose. Les Warriors, c'est plus des joueurs qui sont revenus de blessures, mais qui étaient déjà là à la base du mouvement qui était en place. Les Grizzlies, ils ont créé leur équipe de zéro quasiment autour d'un cœur de joueurs qui se maintient. Miami a certes rajouté Kyle Lowry, mais pour le reste, c'était déjà là. Phoenix, bah, ça fait maintenant 2 ans, et puis avant l'arrivée de Chris Paul, c'était déjà les mêmes cœurs. Dallas, il y a eu effectivement ce trade de Kristaps Porzingis en cours de saison, mais même chose, on peut dire que c'est dans la continuité. Et c'est vrai que c'est assez sympa de voir que finalement, cette année, il y a les équipes qui avaient joué, comment dire,
tenter de se reconstruire un petit peu à la va-vite ou en faisant des gros trades pour chambouler tout l'effectif en se disant on va parier sur des gros noms pour ça va nous permettre d'aller au titre. Ça n'a pas marché. Et là, on est vraiment dans des équipes avec lesquelles qu'on a pu voir grandir, évoluer, qu'on a pu apprendre à jouer ensemble. Et je pense que ça explique aussi peut-être en partie pourquoi une grande partie de ces séries sont aussi serrées. C'est-à-dire que quand il y a besoin d'ajustement, là, on sent que les équipes sont aussi prêtes à saisir vraiment ce que les coaching staff peuvent proposer ou qu'elles ne vont pas se démobiliser après une défaite parce qu'il y a un vécu collectif qui est assez important quasiment pour les 8 équipes qui sont encore en lice. C'est ce qu'on aime en fait. Enfin, personnellement, je suis ravi de voir que que le travail sur la durée et pas à la va-vite est récompensé, que l'ajout de superstar fonctionne pas ou plus. C'est quand même cool de voir que les GM qui bossent bien sont récompensés aussi. Je ne sais pas si c'est aussi radical en fait. C'est pas au plus jusqu'au prochain Big Three qui gagne en fait. Mais c'est vrai qu'on a effectivement un peu changé d'air. Ce serait d'ailleurs intéressant de se demander comment on est passé de trio à des duos finalement. Parce que ça a commencé un peu avec LeBron et Anthony Davis en 2020. Ouais. Et depuis, ça perdure. On n'a pas de vrais gros trios, ou alors c'est des trios, comme tu disais Théo, je me souviens, avec soit des stars qui ne sont plus vraiment dans leur prime, soit des stars qui ne sont pas tout à fait considérées comme des stars. Ce serait intéressant de se demander comment on est passé de ces trios à ces duos. Maintenant, je pense que la bonne équipe qui ajoute la bonne star au bon moment, ça peut toujours marcher en fait. Oui, C'est bien juste sûr, qu'il mais faut le faire proprement, quoi. Oui. c'est vrai que je pense que c'est de plus en plus difficile parce qu'au bout du compte, les Warriors, pour mémoire, quand ils avaient créé leur super team avec Kevin Durant, c'était parce qu'ils avaient eu la chance que Stephen Curry, son contrat précédent, il l'ait signé quasiment au rabais à un moment où il y avait encore pas mal d'incertitudes autour de l'état de sa cheville, ce qui avait laissé suffisamment de place dans la masse salariale pour pouvoir ajouter un Kevin Durant. Dans le cas de Miami et du Big Three avec LeBron, Chris Bosh et Dwayne Wade, c'était un petit peu particulier parce que c'était 3 superstars qui étaient en plein dans leur prime. Donc, Oui, qui ce avait fait qui, le ce choix qui de leur, s'associer. Ouais. ce qui leur a permis d'être à la marge, d'avoir besoin de joueurs de complément, certes, mais sans avoir besoin de joueurs. Enfin, pas pour dire qu'ils pouvaient se contenter de joueurs de complément au rabais, mais ils étaient tellement dans leur prime que ça masquait aussi pas mal de choses. Et pour rappel, ils n'ont pas gagné dès la première année. Donc, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir construire des équipes comme ça parce que, voilà, si on regarde le dernier exemple en date pardon, qu'aurait dû être une super team, du moins un certain du côté de Los Angeles y ont cru, c'est les Lakers. Et tu peux pas vraiment, je ne sais pas si tu peux encore construire une équipe compétitive en signant 3 joueurs qui sont quasiment au contrat maximum ou qui ont un contrat énorme et Sauf s'ils avoir ont, malgré tout suffisamment de place pour qu'il y ait un collectif qui se greffe autour. sauf s'ils ont le rendement de joueurs qui sont payés comme ça ou qui sont encore de ce niveau-là. Mais aux Lakers, c'était plus le cas. Ça aurait pu être le cas à Brooklyn, mais On ne il y saura avait des jamais. trucs. On ne saura Oui. jamais, parce que les 15-20 matchs qu'ils ont joués ensemble, c'était quand même bien chaud. Euh, Complètement. mais on ne saura jamais parce qu'il y avait les trucs extra-sportifs, le contexte, Kyrie, Harden qui ne voulait pas forcer. Enfin, on ne saura pas. Mais pour les Lakers, c'était un peu différent, je trouve, parce que Oui, c'est Westbrook, pas un vrai Big Three. voilà, c'était un big free entre guillemets au rabais, parce que financièrement, c'était pas du tout au rabais. Mais Westbrook s'est pas comporté comme un joueur, enfin, c'est pas adapté suffisamment, a pas adapté suffisamment son jeu pour que ça fonctionne. Et Anthony Davis, pas assez fiable physiquement non plus. Donc, En fait, pour l'exemple des Lakers, je disais Big Three dans le sens où il y avait 3 salaires de ah oui, voilà, superstars ouais. qui avaient été assemblés et que pour Mais, que ça. Enfin, mais je pense c'était plus de ce point de vue-là que je me basais. mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est toujours possible. Par contre, ça demande vraiment. Parce qu'en fait, Brooklyn, ça aurait pu marcher. Je pense vraiment que Brooklyn, ça aurait pu marcher. Je pense que l'an dernier, on passe à une pointure de chaussures que les Nets soient champions NBA, en fait. Je crois vraiment qu'on peut. Alors, c'est très facile de refaire l'histoire, mais je crois qu'on ne doit vraiment pas oublier que les Nets étaient monstrueux et étaient injouables avec Harden, Kyrie et Durant l'an dernier. Alors qu'au final, leur collectif était tout récent, tout frais, et ils perdent contre un énorme Giannis avec un Durant qui, voilà, à la place de mettre le 3 points, je veux dire, on connaît l'histoire, bah, la chaussure, elle mord et ça fait un 2 points, et il y a prolongation, et les Nets perdent en prolongation.
Et je vois vraiment pas. Je pense que les Nets auraient battu les Suns. Je pense que les Nets se seraient qualifiés en finale et auraient gagné le titre. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'en fait, je pense que tu faut faire vachement gaffe aux mentalités des gars que tu associes. Quand tu parles de Bosh, de Wade et de LeBron, voilà, il y a Bosh qui avait accepté de se sacrifier. Quand il y a eu Kevin Love, Kyrie Irving, avant qui, à mon avis, partent complètement en vrille, Kyrie Irving, ça c'est encore un autre sujet. Et LeBron, Kevin Love a aussi su se sacrifier. Les Warriors avaient aussi vachement profité en 2016 de la hausse spectaculaire du cap pour acheter Kevin Durant, pour faire venir Kevin Durant. Mais au final, tu vois, niveau personnalité, ça collait. Je pense que surtout, si tu veux associer aujourd'hui trois stars, il faut que tu 3 stars avec 3 salaires max pour vraiment reprendre ta formulation. Et je pense qu'il faut que tes stars, tu sois sûr ou au moins que tu aies une vraie intuition sur le fait qu'elles vont bien fonctionner, un, sur le terrain, ce qui était le problème des Lakers, et deux, en dehors, ce qui était le problème des Nets. Et si tu as ces deux éléments, en fait, si tu peux quand même t'en sortir, je pense, en ajoutant. Il y a tellement d'exceptions, parce que c'est-à-dire que en NBA, avec les exceptions au salary cap, tu peux quand même recruter 3-4 gars au-dessus du minimum. Tu peux quand même conserver quelques agents libres en passant au-dessus du cap. Et après, effectivement, tu vas rajouter 4-5 contrats minimum. Je pense que tu veux vraiment te faire un effectif quand même pas trop mal, sachant qu'après, tu as même encore le marché des buyouts en cours de saison, ce qui a souvent été le cas pour les Cavaliers. Tu peux quand même te faire une vraie belle équipe avec 3 stars. Mais bon, Mais, ça fait beaucoup de conditions, je l'accorde. ouais, c'est ça, parce que même dans le cas de Brooklyn, finalement, Brooklyn avait pu faire venir James Harden parce qu'ils étaient passés par les années précédentes durant lesquelles Sean Marks a fait un travail assez exceptionnel, puisqu'il était reparti de zéro. Il avait réussi à mettre de côté des assets et finalement avoir une offre suffisamment forte pour attirer une star. Et il s'est trouvé qu'en plus, James Harden a voulu partir, parce que c'est ça aussi. Tu peux Ouais, avoir c'est tous les ça. assets, mais si aucune superstar ne met un coup de pression pour être échangé à ce moment-là, tu peux te retrouver dans une situation comme Brooklyn, qui à un moment, pardon, comme Boston, qui à un moment avait tous ses assets de côté et finalement ne trouvait pas trop comment les transformer sur le terrain. Donc ça, en tout cas, je pense que, en fait, j'ai l'impression que les derniers exemples de fois où ça n'a pas fonctionné, c'est super team. Ça a dû marquer les esprits. En tout cas, Ouais. j'ose l'espérer pour montrer que c'est pas si simple. Et quelque part, d'une manière un peu étonnante, je trouve que ça redore un peu le blason peut-être de cette équipe du 8 qui a su être très forte très vite au bout du compte, parce qu'on voit un petit peu toutes les difficultés que ça peut impliquer, quoi. Parce qu'elle avait cette équipe finalement. Bon, à l'époque, on savait que c'était un bon coach, mais on le voyait plus comme entre guillemets une marionnette de Pat Riley, un padawan. Enfin, je sais pas quel est le terme le plus adapté, mais avoir Spoelstra finalement comme coach là-dedans, même si ça a été compliqué à un moment, il s'avère que ça les a peut-être sauvés, parce que je sais pas si avec un autre coach ça aurait fonctionné au final. Mais, et je pense qu'il faut même rendre hommage en fait aux dirigeants de Miami et à Pat Riley et tous ceux qui bossent avec lui, parce qu'en fait, cette équipe, si elle était aussi forte aussi vite, c'est aussi parce qu'il y avait plein de basketteurs intelligents. C'est quand même des mecs, ils avaient Sean Battier, ils avaient Mike Miller, tu vois, bon, Mario Chalmers a un caractère particulier, mais c'était vraiment, ils n'ont pas juste ajouté n'importe qui autour. Et je pense que la construction, elle allait même au-delà du terrain, sachant que même sur le terrain, c'était Sean Battier, poste 4, c'était du génie. Faut se souvenir qu'à l'époque, ils jouaient aussi souvent poste 3, hein. Et eux, ils ont lancé. Je trouve que c'est marrant, on parle beaucoup de Stephen Curry et des Warriors, ou des fois on remonte même carrément aux Suns de Steve Nash, mais le Heat a un impact énorme en fait sur la modernisation du basket. Et ça, par contre, pour le coup, je trouve que c'est oublié autant défensivement sur les trappes, autant offensivement sur Chris Bosh qui joue pivot, avec Shane Battier décalé en 4. Tout ça, c'est des principes enfin, qui ont formaté la NBA d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont enterré les Bulls de Tom Thibodeau, qui étaient très à l'ancienne. Je trouve que c'est pas assez mis en avant bon, c'est encore un autre sujet, hein, mais dans l'impact que ça a eu sur la manière dont on joue aujourd'hui. Ouais, notamment défensivement, tu as raison, hein. Et Shai avait fait un papier sur Chris Bosh pour parler un petit peu de ça dans un numéro de Rivers. C'est vrai que je pense que son apport de ce côté-là est vraiment sous-estimé. L'apport défensif qui finalement c'était. Alors, c'est pas aussi visible qu'un Kevin Garnett ou qu'un Draymond Green, mais à bien des égards, c'était la polyvalence défensive de Chris Bosh était un petit peu la pierre angulaire de la défense de Miami et leur permettait de défendre de cette manière-là. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, Bosch, je trouve qu'il avait il a eu toujours une étiquette ou une image un peu
entre guillemets soft, alors que bon, je sais que c'est pas le cas, mais il avait le côté, voilà, et tu parlais de Garnett, Draymond Green qui sont dans l'impact physique, très démonstratif. Bosch, les mecs le surnommaient Chris Soft, tu vois, alors que juste parce que il était moins tough, au moins de façon moins visible C'est un que mec plus d'autres. sensible. Mais Ouais, voilà, bon, il y a eu les larmes aussi, tout ça. Donc forcément, ça a joué en sa défaveur, mais c'est le genre de mec qui sera peut-être réhabilité après quand on creusera un petit peu. Même si bon voilà, c'est un Hall of Famer, il a eu une belle carrière et pas la fin qu'on aurait aimé, mais oui, effectivement, c'est le genre de mec sous-coté dont on reparlera de l'impact plus tard, dans 15-20 ans peut-être, en revisitant un peu sa carrière, je pense. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour mémoire, dans la dernière finale de ce Miami Heat qui s'était fait marcher dessus, on peut le dire, du moins dans le jeu par les Spurs, Chris Bosh avait été l'un des rares joueurs Oui. irréprochables de cette série, avait vraiment été au top. Donc ouais, en tout cas, ce qui est, voilà, on en revient à ces playoffs 2022, serrés, disputés avec des renversements de situation, quelques surprises. Ces équipes qu'on a vu se construire, il n'y a pas forcément effectivement de superstars, il y a souvent une star et puis un lieutenant, voire deux en fonction des équipes. Je vous propose qu'on commence par cette série Dallas-Phoenix, qui est quand même très surprenante, parce que c'est vrai qu'une fois que Dallas était mené 2-0, on avait tendance à se dire que, comme tu le disais Antoine, en début de podcast, que c'était sans doute que ça allait être trop court pour Dallas, qu'ils allaient peut-être prendre un match ou deux, mais que ça serait sans doute dur d'en prendre plus. Et après les deux matchs suivants dans le Texas, gagnés vraiment de manière quand même, je veux dire, impressionnante par les Mavericks, c'est vraiment une série qui est difficile à lire. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans ce renversement de situation? Quel type de changement vous avez noté? un défensif, déjà, c'est incroyable. Ils ont réussi 2 matchs de suite à faire sortir Chris Paul de son match. Une fois, alors le premier, c'est pas tout à fait qu'il sort de son match, mais ils ont réussi à l'éteindre en première mi-temps, à le pousser à perdre des ballons, ce qui n'est pas du tout la caractéristique ni de Chris Paul ni des Suns. Je trouve qu'ils ont en fait, ça fait 2 matchs. Alors, ils ont de l'adresse et tout, mais je suis vraiment impressionné par la défense des Mavericks. Ils arrivent. Les Suns, c'est une des équipes les plus rigoureuses de la ligue et ils arrivent vraiment à casser le plan de jeu. C'est vraiment, je crois, le truc qui me marque le plus. Et je pense que c'est un des très gros facteurs du succès des Mavericks là, sur les 2 matchs à Dallas. Voilà, il y a Chris Paul qui perd 7 ballons en première mi-temps dans le game 3. Chris Paul qui prend 6 fautes dans le game 4, souvent en se faisant avoir par son, comment dire, j'allais dire par son propre jeu, par ses propres techniques, par Luka Doncic. On aurait dit le disciple qui a dépassé le maître et qui arrive à lui mettre les carottes que Chris Paul a mis à la moitié des meneurs de la NBA pendant 15 ans. C'est ça qui m'a le plus marqué, moi, je pense. Et ça confirme, enfin, ce qu'on avait vu des Mavs de Jason Kidd cette saison. En fait, donc ça montre bien que c'était pas un accident et que son équipe n'était pas juste forte défensivement comme ça. Moi, le premier, j'étais surpris de voir une équipe de Kidd défendre aussi fort et bien. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu maintenant son ADN de coach, c'est ça, c'est d'avoir une grosse défense. Ouais, Alors que moi, je l'envisageais. C'était mon joueur préféré quand j'étais ado. C'était vraiment, même si c'était un très bon défenseur, je l'envisageais plus comme le playmaker spectaculaire. Et dans l'idée, si je le voyais devenir coach, je le voyais jouer du basket Showtime, quoi. mais déjà, à Milwaukee et Brooklyn, c'était le cas, hein. Ouais. Enfin, à Brooklyn et Milwaukee, il avait vachement défensivement sur les Nets, il avait Effectif vachement. particulier, quoi, quand même. Ouais, À ouais, Brooklyn, il avait complètement modifié la défense pour qu'il y ait beaucoup plus de switch sur les pick and roll et ça marchait bien. Au Bucks, Il il y en avait avait du fait une boulot. belle machine Il y défensive. avait du boulot au Nets, hein, parce ils avaient Brook Lopez avant que Brook Lopez ne découvre qu'il y avait un autre côté du terrain. Il y avait quand même Deron Williams en tête de défense et ouais, Paul Pierce, archi cramé quand même, ou pas loin. Et puis voilà, ce qui restait de Kevin Garnett. Donc il y avait quand même du boulot pour sortir une grosse Ouais. défense de cette équipe. Mais tu as raison, à Milwaukee, effectivement, on voyait déjà. Et d'ailleurs, ça passait pas avec tout le monde, hein. Bon, Yanis aimait beaucoup Jason Kidd, mais le reste, c'était un peu de l'amour vache et des exigences qui passaient pas très bien. Mais là, en tout cas, je trouve que cette campagne plus la saison régulière, ça sert un peu de réhabilitation à Jason Kidd, au-delà des aspects humains qui sont un peu discutables, sur lesquels on ne reviendra pas forcément. Mais défensivement, ouais, exceptionnel collectivement sur les 2 matchs dont tu as parlé. Exceptionnel individuellement aussi avec des mecs comme Dorian Finney-Smith qui est. Il est incroyable, défensivement et en attaque sur l'efficacité à 3 points. Il en met 7 ou 8 sur le dernier. C'était Ouais, oui. impressionnant.
Donc, je suis d'accord, c'est le truc que je retiens et j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir répéter ça à Phoenix. Parce qu'il y a ce truc-là avec Phoenix. J'ai l'impression aussi, comme je disais tout à l'heure, de changer d'avis sur eux toutes les 3 secondes. Un jour, je vais dire, c'est impossible qu'ils perdent, c'est trop propre, trop académiquement parfait. Et le lendemain, je les trouve moins sûrs d'eux, un peu joués contre nature comme ça. Et voilà, je ne sais pas trop quoi penser là. Les Suns, j'ai l'impression que, en fait, ça fait 2 tours que je trouve, c'est ce que on en parlait un peu sur des chats, je trouve que ça fait 2 tours qu'en fait leurs faiblesses, elles se font petit à petit exposer par une équipe qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire que ça a commencé avec les Pélicans qui les ont mis en difficulté sur certaines situations et Mavericks qui font de même. Et en fait, je pense que ça, même si les Suns venaient à passer, je trouve que ça donne de la matière au coach, au prochain coach qui va affronter Phoenix, si Phoenix devait passer. Et si c'est les Warriors, fort probable, de Steve Kerr, j'imagine très bien Steve Kerr et ses assistants travailler vraiment beaucoup là-dessus pour exploiter notamment les 3 points dans le corner, parce que les Mavericks ont une adresse affolante sur le match 4. On ne peut pas négliger ce facteur dans la victoire. Je veux dire, ils mettent, je crois, 12 ou 14 3 points en première mi-temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup de tirs ouverts dans le lot. Alors, parce que Luka Doncic provoque la défense, mais voilà, ils arrivent constamment à se trouver des tirs ouverts à 3 points, et notamment dans le corner, ce qui est quand même un tir à éviter. Donc, bon, j'imagine que la défense de Phoenix peut s'adapter, mais voilà, on voit ce genre de lacunes. On voit aussi qu'en les pressant très haut, en les privant de leur jeu à mi-distance, ou en perturbant Chris Paul, qui est plus facile à dire qu'à faire, on peut vachement déstabiliser cette équipe que moi j'avais qualifiée de trop scolaire, même si je sais que c'était peut-être un peu exagéré comme terme, mais je retrouve encore une fois cette idée-là, c'est que dès que tu les sors de ça, ça devient plus compliqué. Alors, ça reste une excellente équipe. Je veux dire, à un moment, sans les 3 points de Finney-Smith, les Suns, plusieurs reprises, ils reviennent à 4-6 points dans le Game 4 en s'appuyant beaucoup sur de l'individualité, sur Booker qui est capable de faire la différence au-delà du système, aussi sur des petits systèmes où ils arrivent à trouver des choses, sur des rebonds offensifs. Donc, c'est une très bonne équipe, ils savent te débrouiller, mais je pense que voilà, j'ai peur qu'il y ait un moment où le talent en face soit tel que ça passe plus. Ce qui est intéressant vraiment dans ce que Dallas fait, c'est que, et je vous rejoins sur vos analyses, là, c'est défensivement en fait, parce que sur les 2 premiers matchs, Phoenix en gros a ciblé Luka Doncic et s'est dit on va lui rendre la tâche impossible en défense. Et ils ont vraiment réussi à exploiter les lacunes défensives de Luka sur les 2 premiers matchs. Et c'est vraiment impressionnant de voir la manière dont Dallas a su trouver des solutions. C'était assez marrant là, le discours que Jason Kidd tenait auprès de Luka Doncic. En gros, il lui disait il faut simplement que tu arrives à nous donner au moins 2 secondes de bonne défense sur le porteur de balle qui tu as retrouvé face à toi, le temps qu'on puisse venir t'aider, quoi. Donc derrière, il y a eu une organisation défensive autour de ce concept, derrière cette idée. Luka qui, je pense, en fait, est parfois capable de plus défensivement que ce qu'il montre. Ouais. On l'a déjà vu par le passé, sur des possessions importantes, il est capable de tenir sa place. Là, c'est sûr que le poids qu'il doit porter en attaque fait qu'il ne peut pas. Tout le monde n'est pas aussi, n'a pas les capacités ou la volonté d'un Kobe ou d'un Jordan ou de LeBron dans ses grandes années de vouloir être le plus fort des 2 côtés du terrain. Ça, on y viendra. Et ce qui est intéressant pour Dallas, c'est que je pense que finalement, c'est là le plus grand danger pour Phoenix, c'est que si jamais on devait utiliser l'adage qui veut qu'en playoff, dans une série serrée, c'est l'équipe qui a le meilleur joueur qui gagne, la balance pèse largement en faveur de Dallas parce qu'en fait, les Suns ont beau être très forts en défense, ils n'ont aucun joueur qui peut défendre sur Luka Doncic. Même Mikal Bridges ne peut pas tenir Luka Doncic. Donc en gros, derrière ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, c'est vraiment un peu une masterclass, j'ai trouvé, en termes de playmaking de la part de Luka Doncic, d'arriver à voir s'il a l'avantage tout de suite et que si la défense n'est pas encore en place, essayer de l'exploiter pour soi-même. Et dans les 2 matchs gagnés par Dallas, il y en a un où il était particulièrement maladroit, donc l'addition aurait pu être bien plus salée. Et par contre, il a trouvé les shooters, tu parlais des corners, Antoine. Dès que la prise à 2 ou dès que l'aide défensive vient, il a une capacité à pouvoir trouver directement le joueur libre
qui est vraiment impressionnante, encore une fois, hein, même si on a appris à plus être étonné par les prouesses de Luka Doncic, mais sa maîtrise à l'âge qu'il a de toutes ces choses-là, je veux dire, moi, la comparaison qui me vient le plus souvent en termes de précocité, c'est LeBron, en fait. Je pense que c'est les deux joueurs les plus précoces que j'ai pu voir de mes yeux, mais LeBron, même s'il a toujours été un excellent passeur, un vrai créateur, j'avais eu le sentiment de le voir évoluer au fil du temps entre ces premières années où c'était peut-être presque plus à l'instinct, au talent, trouver les joueurs décalés, faire le bon choix, et puis ce qu'on a pu voir à partir de son passage, en gros, la fin de son premier passage aux Cavs et puis ensuite à Miami, où c'était devenu une espèce de machine, en fait. On sentait, limite, on aurait pu voir les rouages s'activer dans sa tête pour manipuler la défense. Et là, Luka, j'ai l'impression qu'il est déjà à ce niveau-là de maîtrise de sa manière de manipuler la défense en fonction de qui est son vis-à-vis, d'où vient l'aide, qui va venir en aide, et des rotations défensives que vont mettre en place les Suns a été particulièrement impressionnante sur les 2 derniers matchs. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il a encore un ou deux gros matchs en magasin qu'il n'a pas encore sorti offensivement. Ceux qu'il a fait sur les 2 dernières saisons, même s'ils n'avaient pas passé le premier tour, et qu'il a fait d'ailleurs contre Phoenix au début, il a facilement un match à 40 points, 15 passes dans les pattes, à mon avis. C'est aussi dont doit se méfier Phoenix, effectivement. C'est clair, la stat est assez folle, mais à la fin du troisième match de la série, il était à égalité avec Michael Jordan pour la plus grosse moyenne de points en playoff. C'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire que quand on pense qu'il y a eu des Elgin Baylor, des Will Chamberlain, des Larry Bird, des Allen Iverson, même des scores aussi extraordinaires. Après, voilà, il est au début de sa carrière, hein, il va falloir tenir la route, mais c'est pour aller dans ton sens, Shai, dans le sens où on sait qu'il a des matchs de grosses factures dans les jambes, tout comme Devin Booker, ceci dit, et tout comme Chris Paul. Hein. Je pense qu'un match où Chris Paul se fait avoir, je ne pense pas que Chris Paul reviendra. Je sais que tu vas certainement en parler, Antoine, mais pour le match 5, je ne vois pas Chris Paul refaire une mi-temps où il perd 6 ballons, où il se fait sortir pour 6 fautes avant la fin du match. Quoi. Ah ouais, je suis d'accord, je pense qu'on va avoir un très grand Chris Paul. Par contre, là où moi j'aime beaucoup la comparaison avec LeBron James. Je trouve il a du LeBron. Cette équipe des Mavericks me fait penser à une équipe de LeBron début de carrière, avec Doncic qui est finalement en avance, même sur LeBron, comme tu le disais. Et voilà, LeBron, sur ses 3e playoffs, il va en finale. Je sais que toi et moi, Théo, on avait mis les Mavericks en finale cette saison. Ça pouvait sembler fou. Je pense que c'est tout à fait jouable encore. Je ne dis pas que les Mavericks vont passer les Suns. Je trouve que cette série est trop dure à pronostiquer, mais je pense que cette équipe, en tout cas, a vraiment les moyens d'aller en finale parce qu'elle a le meilleur joueur des playoffs à l'Ouest en termes d'individualité. Oui, Chris Paul et Booker ont des gros matchs sous la semelle, ça c'est sûr. Booker, à n'importe quel moment, il est capable de prendre feu. Chris Paul, il va faire un bon match. Par contre, le seul qui est capable de faire du 40, 13, 15, voilà, des stats comme ça, comme tu disais, Shai, c'est Doncic. Je pense qu'il va y en avoir un moment. J'espère pour les Mavericks que ça sera au Game 5. Enfin, peu importe, en fait, que ce soit au Game 5 ou au Game 6, parce que de toute façon, ils auront besoin à un moment d'un match comme ça de Doncic. Clairement, voilà, c'est un joueur à la LeBron. Toutes les possessions tournent sur lui, sur demi-terrain, absolument toutes. Du coup, il a un jeu taillé pour les playoffs, Doncic, parce que tout se joue sur du tempo un peu plus lent. Il peut décortiquer chaque possession. Par contre, c'est sûr que ça doit le crever. Faut voir aussi combien de temps ils tiennent la durée, parce que lui, justement, il n'a pas forcément même si Jalen Brunson est monté en puissance et tous les role-players des Mavs font vraiment le boulot, peut-être ça aussi, il faut le donner du crédit à Jason Kidd. Hein. Il y a vraiment un groupe qui suit. Là, sur la première mi-temps du match 4, c'est les role-players et d'ailleurs, même sur les 2 matchs, après les 2 premiers, Kidd avait dit ouais, Lucas, il a besoin d'aide. Mais depuis, les joueurs ont répondu présent. On parlait de ce qui a changé. Ça aussi, ça a changé. Là, même Bertans, sur le match 4, il rentre, il met ses 4 paniers à 3 points et il ressort. Tout le monde, Nilikina a eu un apport. Pour parler un peu Frenchy, il rentre, il défend sur Booker, il met son 3 points. Toute l'équipe est soudée derrière. Tout le monde est conscient, voilà, que la star c'est Doncic et qu'il faut se défoncer autour. C'est une autre formule.
C'est vrai que ça sera là la question pour Dallas, parce que bon, je ne pense pas qu'ils puissent forcément rêver d'avoir la même adresse à 3 points extraordinaire que lors du dernier match. Mais malgré tout, il faudra que ces role-players dont tu parles, Antoine, continuent de se montrer. Je pense aussi que finalement, c'est marrant parce que le trade de Porzingis était certainement le plus surprenant pour tout le monde à la trade deadline. En gros, le trade que personne n'avait vu venir, même un trade où plein de gens se disaient bah, c'est fou, je suis sûr qu'il y a d'autres équipes qui n'ont même pas osé appeler Dallas en se disant on va leur proposer nos joueurs contre Porzingis parce que le retour sur investissement n'était pas énorme. Au bout du compte, la montée en puissance de Jalen Brunson et l'apport de Spencer Dinwiddie change vraiment la donne pour Dallas. Et pour Dinwiddie, c'est assez drôle parce qu'en fait, il n'est pas forcément toujours excellent, mais il crée du danger en fait. Et le fait de pouvoir sortir Doncic et d'avoir 2 joueurs qui peuvent créer du jeu en la personne de Dinwiddie et de Bronson, ça a vraiment rééquilibré, je trouve, le plan de jeu de Dallas et ça leur permet de survivre en fait pendant les minutes durant lesquelles Doncic est pas sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le rapport est aussi fort que celui de Doncic, mais ça veut dire qu'il continue à se passer des choses en termes de création, en termes de jeu offensif. Et ça, j'ai quand même l'impression que ça a vraiment changé ça a changé comment dire, le plafond de cette équipe de Dallas. Et on en parlera sans doute plus tard à l'intersaison quand il sera le temps de faire les bilans et de se projeter sur l'avenir. Mais même si Dallas passe pas à Phoenix, ce qui reste la probabilité, Phoenix est quand même favori. Hein. Je trouve que tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a vu cette saison et depuis le trade de Porzingis, comme tu en parlais, c'est très encourageant et il y a une sorte je trouve que l'équipe s'affirme, c'est autour de quel joueur elle va s'organiser à l'avenir. Je parlais de Finney-Smith, il est signé pour les années à venir. Doncic ne va pas bouger. Le style de jeu s'affirme et je pense que dans tous les cas, c'est ce qu'on voit de Dallas là est hyper prometteur. Complètement. Ça sera intéressant. De toute façon, l'été, victoire ou enfin, peu importe jusqu'où ira Dallas, cet été sera vraiment important pour les Mavericks parce que ce que ces playoffs sont en train de prouver, c'est qu'ils sont pas loin. Peut-être qu'ils y seront même. En tout cas, ils sont pas loin. Mais par contre, les dernières touches sont vraiment essentielles. Il ne faudra pas se louper de la part de Dallas parce qu'on sait que c'est sur parfois ces petits ajustements là entre guillemets peuvent être vraiment décisifs. Je vous propose de parler d'une autre série qui a complètement, qui a connu un renversement de situation complet, c'est celle de Miami contre Philadelphie. Donc c'est vrai, les 2 premiers matchs de Miami, comme vous le savez tous, joués sans Joel Embiid du côté des Sixers. Pardon. Donc, une série de Miami a mené 2-0. Maintenant, la série est repartie à 2 partout. Un énorme match de James Harden qu'on n'avait pas revu à ce niveau depuis bien des. Je ne sais même pas depuis combien de temps on n'avait pas revu James Harden à ce niveau, vraiment, pour des matchs qui comptent. Et puis en playoff. Non, début de premier tour l'an dernier, mais effectivement, ça faisait 12 matchs de suite où il était sous les 25 points. Ouais. Là, je pense qu'il faut remonter peut-être début de playoff l'an dernier. Il fait un gros premier tour contre Boston, mais après il s'est blessé. Mais... Donc énorme retournement de situation. Je suis curieux de connaître votre sentiment là, sur cette série. Est-ce qu'elle a vraiment basculé ou pas? Sachant qu'on le savait depuis le départ, Miami, le gros problème de Miami reste la grosse limite, je pense, de Miami par rapport à certaines des grosses équipes, c'est sa capacité à pouvoir marquer si les choses deviennent dures. Là, sur le 4e match, à part Jimmy Butler, il y a eu énormément de maladresse du côté du Heat. Par contre, moi, la question que j'ai pour vous du côté de Philly, c'est, on va rester quelques instants là sur James Harden. Est-ce que vous pensez qu'il a encore les ressources pour ressortir, alors pas forcément un match aussi énorme, mais du moins poursuivre sur sa lancée ou pas dans ses playoffs? Parce que moi, je pense quand même que si Philadelphie ne peut pas compter sur au moins sa superstar, Joel Embiid, et un joueur très fort à côté, ça sera trop court. Honnêtement, j'avais un peu tiré un trait sur Harden, hein, franchement. Sur ce Harden-là, je pensais qu'on ne le reverrait plus parce que sur les matchs où Embiid n'était pas là et où lui-même, il nous faisait le cirque, oui, je sais que je dois être agressif, je vais me sacrifier, je suis le joueur d'équipe ultime, etc. Je ne le voyais pas capable de le refaire, en fait. Je ne peux pas retenir mon rire là parce que je suis le joueur d'équipe ultime, je sais me sacrifier. Voilà. Bref, pardon. Non, mais il a utilisé ces termes-là et derrière sur le terrain, il ne le montrait pas, en fait.
C'est Tyrese Maxey qui était le plus, je trouve, entreprenant et qui essayait de prendre des responsabilités alors que c'est un sophomore. Et lui, et c'était même pas une question de mauvaise volonté d'Harden. J'avais l'impression que physiquement, il était limité par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail du nombre de kilos, de la forme, etc. On n'est pas à sa place, mais ça se voit que c'était pas le joueur qu'on a connu et qui était MVP il y a 4 ans. C'est pas tant que ça, 4 ans pour un joueur qui n'a pas 40 piges, ça va. Et donc, je ne m'attendais pas et c'était quelque part une surprise de le voir enfin être à la hauteur de ce qu'on espérait de lui et de ce que les fans des Sixers espéraient parce que commençait à se dire, bon, bah, le deal avec Brooklyn pour Ben Simmons, il est perdant-perdant. L'autre va peut-être jamais jouer avec Brooklyn. Nous, on a récupéré un joueur à 20% de son... Donc, c'était une surprise et effectivement, c'est un facteur déterminant parce que Embiid, même si sa simple présence fait que Philadelphie est dangereux et est capable de gagner des matchs, hein, on l'a vu. Et je pense quand même qu'il y a besoin que sur les matchs qui restent, Harden soit au moins à 75% de ce qu'on a vu là, parce que sinon ça ne passera pas. Je ne pensais pas que Miami aurait autant de mal, même si on avait identifié cette difficulté-là chez eux à scorer quand c'était dur. Mais je pense quand même qu'ils ont la force collective, la défense pour se qualifier si Harden ne reste pas à ce niveau-là. C'est vrai que juste, après je te laisse la parole, Antoine, Ouais, c'est t'inquiète. l'impact défensif de Joel Embiid est vraiment impressionnant, quoi. Et parce que les difficultés de Miami à scorer dans les 2 derniers matchs, elles viennent, enfin, je ne vais pas dire exclusivement, parce qu'autour de lui, il y a d'autres bons défenseurs, globalement, il y a un système défensif, mais son impact défensif, à lui seul, sans parler même de ses qualités de l'autre côté du terrain, elle change vraiment la donne. Vous l'avez vu la séquence où il chasse Ladipo là, où il le suit et puis après il le presse et il le fait complètement dérailler. Il a fait une défense d'arrière quoi. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai peur pour le Heat, hein, mais voilà, on a souvent souligné le fait que ça manquait peut-être justement de super talent à un moment. Et c'est Mm. typiquement dans ces situations où ça manque de super talent. Parce que le fait qu'ils aient quand même perdu des matchs où Jimmy Butler fait des gros cartons au scoring, ça me fait un peu peur. Parce que Butler, même si c'est un super joueur de playoff, il ne marquera pas toujours 40 points. Et quand il marque 40 points, il vaut mieux prendre le match. Même si, bon, voilà, le Heat a d'autres sources. Pour James Harden, je pense que ce type de performance, on va le voir de manière ponctuelle. En fait, James Harden, pour moi, l'analyse que je fais, c'est que voilà, c'est plus, voilà, comme tu disais, c'est plus le joueur qu'il était il y a 4 ans. C'est quand même un mec qui a eu des problèmes aux ischios répétés. Il a perdu de la vitesse, ça se sent. Je crois que c'est même plus un problème de condition physique là, de poids. C'est vraiment juste, en fait, il a plus le même corps. Il est gêné par ses ischios. Il a plus son explosivité, il a plus son premier pas. Donc son jeu de pénétration est nettement moins efficace. Il est moins efficace sur ses flotteurs, il est moins efficace sur ses lay-ups. Du coup, il est moins imprévisible et c'était quand même sa grande force. Je vous rappelle que le Jazz a défendu avec un défenseur derrière Harden pour lui priver de ses step À back. l'époque de Ricky Rubio, ouais, À l'époque de absolument. Ricky Ouais. Rubio, je veux dire, il n'y a plus besoin de faire ça. Il n'inspire pas la même crainte. Il, a, il amène moins de danger. Et du coup, c'est pour ça que c'est lui, quand il n'y a pas Embiid, il ne va pas avoir le même niveau de jeu. Il profite vachement du retour d'Embiid. Il est moins l'attraction. Et du coup, il peut se permettre comment dire, de plus prendre ce que la défense lui donne. Lui, il peut plus. Aujourd'hui, James Harden, alors déjà, il avait du mal à le faire aux Rockets, ça allait porter très très loin, mais il peut plus se permettre, je pense, vraiment d'être une première option dans une équipe. Je pense qu'il en est conscient. Je pense que c'est déjà de là d'où découle cette espèce de déclaration très drôle où il dit je suis le joueur collectif ultime, mais on se moque, on rigole, et c'est vrai, et je suis le premier à me moquer, mais quelque part, il a compris que lui, il fallait évoluer. Contrairement notamment à son ancien coéquipier Russell Westbrook, James Harden, il est en train de vachement évoluer. Je ne sais pas si je crois que ça c'est sous nos yeux, et ça devient peut-être un des trois, mais enfin ça a toujours été, mais vraiment un vrai meneur de jeu et un des meilleurs playmakers de la ligue. C'est ce qu'il faisait là depuis le début des playoffs. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on attend d'une deuxième superstar, on ne sait pas ce qu'on attend d'un joueur avec un tel standing. On se dit que c'est lui qui va marquer et pas Maxi. Mais voilà, comme on l'avait souligné, les Tyrese Maxey et Tobias Harris, s'ils ont aussi bien joué, c'est aussi parce qu'ils profitent vachement du travail de playmaking d'Harden, qui est excellent à la passe. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, Théo, je pense que il faut qu'ils sortent plus de matchs comme le Game 4 pour que les Sixers aillent au bout. Et même pour que les Sixers passent le hit. Faut qu'Harden il sorte encore au moins sur les. S'il reste 3 matchs, il faut qu'il y en ait 2
voilà, où il est obligé d'être au-dessus de 25 points. Il ne pourra pas juste faire le joueur collectif ultime qui marque 17 points avec 10 passes. Vous avez oublié un paramètre, par contre, c'est que le prochain match est à Miami et que même s'il est conscient qu'il faut évoluer, je ne suis pas sûr que ça l'empêche de sortir le soir et de se mettre une mine. Le gars, en finale NBA en 2012, il était sorti, et c'est Kendrick Perkins qui racontait ça. Enfin, je veux dire, Harden, il vit sa vie, ça ne va pas l'empêcher de faire le fou avant le prochain match. Donc, c'est un paramètre qui n'est pas négligeable avec sa condition physique actuelle, quoi. Ouais, mais je ne sais vraiment pas si c'est que de la condition physique. Hein, peut-être ça l'a débloqué aussi là, de mettre ses 32 points. Moi, Harden, je pense que ça va être un joueur alors, attention, la comparaison est overstretch, comme disaient les Américains, mais c'est un joueur qui va jouer comme Chris Paul. Toute proportion gardée. Je m'explique. En gros, pendant 3/4 temps, il va faire jouer. En tout cas, c'est la meilleure version que les Sixers peuvent avoir, c'est ça. Un joueur qui, pendant 3/4 temps, va faire jouer ses coéquipiers. Comme ça, lui, l'attention n'est moins sur lui. Il essaye de distribuer. Et dans le dernier quart-temps, c'est là où il se dit, bon, maintenant, il ne me surveille pas trop. C'est le moment où je vais exploiter, je vais y aller, je vais tuer. C'est exactement ce qui s'est passé dans le M4. Il met 16 points dans le 4e quart-temps. Il tue le hit à ce moment-là. Et avant, il faisait tourner. Enfin, il a marqué aussi ses points, mais... Par contre, si Chris Paul il t'entend, il va t'embrouiller presque autant que le blond dans la salle des Mavs. Non, mais c'est clair. Non, mais bien sûr, je suis désolé pour les fans de Chris Paul. C'est vraiment toute proportion gardée. On n'est pas sur le même joueur, on n'est pas sur la même intelligence de jeu, mais c'est un super playmaker. C'est un joueur qui est capable de faire jouer les autres. À lui j'ai l'impression qu'il a le recul sur lui-même, en fait. C'est marrant parce que dans ses déclarations, il va dire non, mais rien n'a changé, c'est juste mes tirs qui sont rentrés et tout. Mais voilà, apparemment, il serait déjà pas prêt à pas prendre le max. Je pense qu'il y a une certaine conscience quand même. Ceci dit, tu dis c'est juste mes shoots qui sont rentrés. J'ai le sentiment que là, en tout cas, sur cette fin de saison, à voir effectivement, parce que je pense qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, mais il n'a jamais été aussi dépendant de son step back three. Ouais. Si son tir à 3 points en reculant ne rentre pas, il devient tout de suite beaucoup plus facile à défendre. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être l'élément le plus important de son jeu. Bon, c'était déjà un élément important de son jeu, mais je pense que c'est l'élément vraiment, le facteur clé de son jeu aujourd'hui. C'est que si il ne peut pas sanctionner avec régularité à 3 points sur ce move-là, je pense qu'il n'a pas la vivacité actuellement, en tout cas, pour vraiment pouvoir battre avec régularité son défenseur, surtout face à une défense du 8 aussi bien organisée, aussi forte, et que c'est vraiment l'élément clé là, de ses performances et de ses contre-performances potentielles sur le reste de la série. Ouais. Mais le hit, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le hit est privé de Laurie, ou en tout cas, on ne sait pas si Laurie va jouer et il n'est pas à 100%. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans cette série. Ça enlève vraiment Déjà, il fait pas des super playoffs, mais forcément, il est physiquement diminué. C'est aussi bien offensivement que défensivement. Ça pose problème. Ils ont une star de moins, un potentiel très gros défenseur de moins, notamment à envoyer sur Harden. Pour une équipe qui a du mal à scorer, je suis totalement d'accord avec toi. Et notamment, alors je sais qu'il ne fait pas effectivement de très bons playoffs, mais ce qui est impressionnant quand il est revenu, en fait, c'est la manière dont il arrive à changer le rythme de l'attaque de Miami, notamment sur la relance. Il y a des tas de situations où il récupère un rebond défensif. Il n'y a pas forcément de situation de contre-attaque claire, mais il lâche la balle très vite devant n'importe quel joueur qui est devant, souvent avec Jimmy Butler. Et dans bien des cas, ça permettait, du moins au 8, d'avoir soit quelques paniers un petit peu sur transition qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été sur le terrain, ou même d'aller provoquer une faute très vite et de se retrouver au lancer franc. Vraiment, j'ai plein d'exemples en tête, là où il balance une balle, où Jimmy Butler est tout de suite parti en contre-attaque. Laurie se retourne, lui lance la balle devant, Jimmy Butler provoque une faute et se retrouve au lancer franc, alors que c'était parfois même sur un panier encaissé. Et ça, c'est vraiment ce qui manque, je pense, à Miami. Je suis d'accord avec vous, ça manque de génie créatif en attaque. Et c'est peut-être 4, 6, voire 8 points que Laurie pouvait procurer au 8 de manière un peu détournée par des passes de relance rapidement ou leur permettre d'aller provoquer des fautes. Ça manque grandement à Miami. C'est ça, tu sais que s'il est sur le terrain, il va te provoquer les fautes offensives pile au bon moment qui vont frustrer l'adversaire. Il est essentiel même sans être à fond. Donc c'est possible que la qualif du 8 dépende aussi de lui. Après, je pense aussi que la manière dont Oladipo arrive peut-être à step up un petit peu, ça peut aussi influencer le sort de la série.
Ça, c'est la meilleure nouvelle pour Miami, hein, parce Ouais. qu'il peut vite se retrouver être un élément crucial, effectivement, de leur capacité à aller C'est pas loin. un joueur anodin parce que, mine de rien, il a eu des pépins physiques, c'était contrariant, ça, il les a enchaînés. Mais à la base, sa dernière saison à Indiana, avant sa blessure, il était quand même. C'était vraiment chaud des deux côtés du terrain, leader offensif, leader défensif. Si tu le mets même, je reprends un pourcentage un peu random, mais à 70%, un bon Oladipo, ça peut te permettre de tenir le coup contre Philadelphie, je Ah pense. bah, complètement, c'est un mec qui a quand même loupé pas loin de 2 saisons pleines de compétition. C'est déjà étonnant, voire, on n'y croyait pas forcément, à le retrouver tout simplement sur le terrain et puis faire des performances intéressantes. Ce qui est dur pour lui, c'est qu'il se retrouve, on sait bien, après des longues blessures, le plus dur, c'est de répéter les performances. Là, il se Ouais. retrouve à un moment où tu peux pas te louper, en fait, surtout face à une équipe quand même aussi talentueuse que Philadelphie, parce que c'est ça, on en parlait un petit peu dans un podcast précédent, mais dans cette équipe, il y a Maxey là, qui fait quand même, qui est en train d'exploser cette saison. Il y a Tobias Harris qui, s'il est la 4e option offensive d'une équipe, c'est monstrueux. Au bout du compte, cette équipe de Philly, elle est vraiment lourde en termes de talent et de voilà, il y a du talent partout. Donc Oladipo peut, enfin, Miami risque d'avoir besoin d'un Oladipo au moins percutant pour pouvoir tenir le choc. Mais d'autant plus qu'en fait, Philly est lourd, mais est lourd dans son top 5, si tu veux. La rotation, après, est très, ça perd vite. Il y a C'est il y vrai. a même une énorme chute de qualité, en Ouais, fait. C'est une complètement. des équipes avec le pire banc parmi les candidats. Ils sont construites complètement différemment, ces deux équipes, en fait. Exactement. Et du coup, le hit, là, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi, ça renforce encore plus. C'est-à-dire que le banc, dont Oladipo fait partie, parce que Tyler Hero, même s'il est sur le banc, on sait qu'il a à peu près toujours son apport. Le banc, tous les joueurs autour, les Gabe Vincent, les Max Strus, les Oladipo, éventuellement Duncan Robinson s'il se retrouve relancé dans la série, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Un match où Miami, si sur le Game 5, Miami a un vrai gros apport du banc, ça ne m'étonnerait vraiment pas que le... Bon, alors, c'est toujours un facteur dans n'importe quel match, mais c'est vrai que voilà, surtout sur ce match-là, ça peut vraiment peser ça en faveur du hit. Il faudrait que vraiment autour, je pense que voilà, si Butler met ses 25 points et que derrière le banc tient la route, là, ça peut vraiment pencher en faveur du hit. Je suis complètement d'accord. Il suffit d'un gros match de Duncan Robinson, un match où il y a de l'adresse, en fait. Si Miami sort un match où il y a de l'adresse à 3 points, notamment de ces joueurs qui sortent du banc, ça change toute la donne pour eux. Ça change toute la donne pour lui. Parce que défensivement, ça sera solide, dans tous les cas. Il y a un autre truc auquel je pense, c'est que j'ai trouvé, en tout cas sur le dernier match, et là, depuis qu'Embiid est revenu, je trouve qu'Adebayo a beaucoup de mal à défendre sur lui, à pas prendre de faute, alors que c'est quand même un des meilleurs défenseurs de la ligue. On l'a toujours cité dans les meilleurs défenseurs de NBA cette saison. Je trouve que même face à un Embiid qui est limité, qui est censé avoir un peu peur du contact, et d'un mec aussi fort qu'Adebayo en défense, je trouve que c'est peut-être le truc qui m'inquiète un peu pour Miami. Ouais. Carrément. Ouais, ça va être intéressant à suivre, en tout cas, cette série vraiment passionnante. C'est vrai que c'est un peu dommage, comme pour toutes les séries, on aimerait voir les équipes au complet. Là. Donc j'espère, du moins pour l'intérêt du sport, que Kyle Lowry pourra revenir. On sait que c'est a priori pas pour le prochain match, mais peut-être pour le suivant. Il va peut-être essayer pour le prochain, mais bon, même s'il joue, c'est clairement pas à 100%. Mais... Ouais, en tout cas, bon, voilà. Série passionnante quoi qu'il en soit. Autre série, enfin dernière série où le score est à égalité, deux parties partout, Boston-Milwaukee. Là, c'est vrai que c'est, encore une fois, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Là, c'est en fonction des matchs, en fonction des momentum, même à l'intérieur d'un même match, on peut se dire, ah, bah, ça y est, telle équipe a pris le pas sur l'autre. Un petit peu la même logique peut-être que dans la série Dallas-Phoenix, dans le sens où si on se dit, bon, bah, quelle équipe a le meilleur joueur, je pense que pour le coup, c'est Milwaukee qui a le meilleur joueur en la personne de Giannis Antetokounmpo, malgré tout le respect que j'ai pour Jason Tatum. Par contre, Boston a certainement plus d'armes, du moins peut-être, enfin, a une menace peut-être un peu plus répartie. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur cette série? Sur quoi est-ce que ça se joue, selon vous? Moi, je trouve que les Bucks ont un vrai problème, c'est qu'ils sont vachement du coup dépendants des performances de Giro Holiday parce que donc Holiday est là leur deuxième meilleur joueur sans Middleton. Holiday est très bon sur ses playoffs, c'est vraiment pas une attaque envers Holiday, pas du tout. C'est plus en fait les 3-4 bons joueurs derrière, je trouve, ne font pas assez le taf. C'est-à-dire que si tu es vachement dépendant des performances offensives d'Holiday, c'est dangereux.
parce qu'Holiday, on sait que c'est un joueur irrégulier en attaque. C'est un joueur qui donne beaucoup, beaucoup en défense. C'est un joueur voilà, qui est pas le meilleur shooter, qui n'est pas le shooter le plus régulier. Et du coup, on l'a bien vu, il fait un gros game 3, il gagne. Dans le game 4, il fait 5 sur 22, ils perdent. Mais pourquoi c'est dangereux? C'est-à-dire que derrière, j'attends beaucoup plus de Bobby Portis, j'attends beaucoup plus de Grayson Allen. Grayson Allen fait une très mauvaise série, très mauvaise série offensive. Il est à 6 points alors qu'il avait bien joué contre les Bulls. Là, il est complètement éteint. Bobby Portis est toujours autour de ses 10 points, mais voilà, on a très peu de joueurs. C'est-à-dire qu'on a Giannis et Jrue Holiday qui sont tous les deux au-dessus de 20 et 30 points. Et derrière, c'est beaucoup plus douloureux. Je pense que c'est le bon mot. Georgie, il est voilà, Il revient tout juste de il blessure, revient hein, de c'est vrai. blessure, il est vieux. Wesley Matthews. Par contre, défensivement, Wesley Matthews, Oui, non, bien c'est sûr, bien sûr. Mais impressionnant. je parle vraiment sur l'apport offensif Bien là. sûr, pardon, excuse-moi. Parce que d'ailleurs, Milwaukee, de toute façon, défensivement est énorme. Et je pense que c'est ce qui fait que la série est à 2-2. Parce que sinon, après, pour aller autrement, j'avais vu un tweet passer, je ne sais plus qui l'a tweeté, je suis désolé, c'est un Français qui avait dit heureusement que Chris Middleton n'est pas là parce que sinon ça serait presque unfair. Et ben moi je suis d'accord, je pense que si Chris Middleton était là, s'il jouait, en fait les Bucks seraient les grands favoris. Alors je les vois toujours gagner, je les vois champions, je les ai mis champions là maintenant au début des playoffs, je les vois toujours être champions. Mais je pense que s'il y avait Chris Middleton, il n'y aurait même pas vraiment de débat en fait. Tellement cette équipe me semble forte. Mais là, voilà, je trouve que vraiment ils vont avoir besoin surtout sur le Game 5, d'un gros apport au-delà de Giannis et Holiday en attaque. Ouais, moi j'adore Jrue Holiday. J'adore ce joueur. Je trouve sous-coté en permanence. Par contre, offensivement, en fait, parfois il fait des choix que j'arrive pas à comprendre. Même dans le Game 3, où il a été très bon, il prend des tirs parfois et je me dis, mais pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière-là? Alors quand ça tombe dedans, bah, c'est extraordinaire. Mais c'est marrant parce que c'est un joueur intelligent qui a jamais l'air d'être, montre pas particulièrement d'émotion. Il a l'air, comment dire, en je sais pas comment dire, la tête sur les épaules. Et pourtant, parfois, offensivement, il fait des choix que je trouve vraiment difficiles à comprendre. Et c'est dur parce que là, on sait qu'en gros, il faut qu'il prenne au moins 20 tirs par match. C'est le deal vu que Chris Middleton n'est pas là. Donc parfois, bah, il se tient, hein, c'est un bon soldat. Donc tu sens des fois même que c'est même pas forcément les tirs qu'il veut prendre, mais notamment en début de match, c'est souvent lui qui prend, il prend pas mal de tirs dans le premier quart-temps parce qu'il faut lancer la machine, etc. Mais on sent que c'est pas naturel, quoi. C'est vraiment pas naturel de sa part. Et c'est vrai que derrière, les choses deviennent vite compliquées, comme tu le disais Antoine, si les role-players n'arrivent pas à montrer le bout de leur nez en attaque, parce que défensivement, Wesley Matthews, que j'adorais notamment quand il était à Portland avant de sa blessure au tendon d'Achille, qui a vraiment fait dérailler sa carrière, parce que c'était un joueur qui était, je pense, sur le point de passer un cap. Défensivement, c'était marrant parce que la série Boston contre les Nets, on avait le sentiment que Kevin Durant n'avait jamais joué une défense aussi dure que celle que Boston lui a proposée. Là, pour Jason Tatum, j'ai l'impression il connaît un petit peu ce que KD a connu au match précédent, parce que même tous les tirs qu'il prend sont tellement compliqués, tellement durs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de les mettre, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu aussi peu d'espace pour pouvoir s'exprimer. Donc, ça va se jouer finalement contre Boston, une très bonne équipe défensive aussi, à l'équipe qui aura les role-players qui sauront mieux sortir leur épingle du lot, comme on a vu dans le dernier match des Celtics avec Al Horford qui fait un match extraordinaire. C'est toi, Shai, je crois, qui a écrit le papier ce matin sur. C'est moi. Excuse-moi, Antoine. Ouais, Voilà, sur Al Horford, mais au bout du compte, ça risque de se jouer comme ça, sur le role-player qui saura faire un carton au bon moment, quoi. Et au final, ils ont récupéré Horford contre Kemba Walker, devenu l'ombre de lui-même et le 16e pick. À l'époque, on se dit, bon, ok, c'est sympa, ça va faire un leader de vestiaire qui revient. C'est la moitié du Al Horford qu'on a connu avant, mais c'est toujours sympathique. Et là, le gars, il te claque 30 points, 30 points dans un match ultra important. Et puis, ce qui était génial, c'est qu'il y avait ce duel avec Yanis où ils se sont toisés, ils se sont un peu engueulés. Et ils se sont rendus là pareil. C'était une semi-rivalité à un moment, il y a quelques années. Horford et Yanis, on disait Horford, c'est le mec qui peut stopper Yanis. Il est toujours en difficulté contre lui. Yanis, il avait à cœur de montrer que non, personne ne pouvait l'arrêter, encore moins à Horford. Et là, je suis content de les revoir un peu se friter et être l'un contre l'autre comme ça. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que Horford soit capable de refaire un match comme ça offensivement. Parce que là, il a 35 piges, c'est son record en 2 points en play-off, hein, quand même.
Ça n'a aucun sens. Mais là, je disais même, c'est la démesure des fans de Boston, mais sur Twitter, les mecs commençaient à dire ah voilà, c'est le début, il va faire, c'est sa candidature pour le Hall of Fame. Voilà, bon. Mais ça reste un excellent joueur de basket, un quadruple All-Star quand même, on l'oublie. Et s'il continue sur cette lancée-là, c'est pas un paramètre que Milwaukee avait anticipé, à mon avis. Ouais, c'est un mec qui fait gagner. En fait, on a dit tout à l'heure, c'est vrai que les Bucks sont le meilleur joueur de la série, mais les Celtics sont peut-être les 3 joueurs suivants, en fait, avec Tatum, Brown et Horford. Alors, en tout cas, au moins offensivement, parce que bon, ça écarte un peu Holiday un peu injustement là, mais je pense qu'Holiday quand même fait partie du lot. Mais voilà, ils ont derrière, ils ont des ressources, mais eux, pour le coup, ont une rotation. Enfin, ils n'ont pas une rotation si profonde que ça, parce qu'ils jouent avec 8 joueurs. Par contre, ça apporte. Les Smart, les Grant Williams, vraiment, ça apporte. Moi, j'ai envie de voir si là je suis un fan de Milwaukee, j'ai envie de voir un Grayson Allen qui vraiment attaque cette défense en dribble tôt dans la partie pour créer vite des espaces, pour lui vite se mettre en confiance, se mettre en réussite et faciliter la vie de tous les autres joueurs. Que les Celtics se disent oula mince là, lui là, faut qu'on le calme parce que sinon ça va poser problème. Et que du coup derrière ça ouvre des espaces, que Wesley Matthews il ait des tirs à 3 points dans le corner, que Brook Lopez il ait des tirs à 3 points ouverts. Tu vois, que George Hill puisse en mettre un ou deux, que Giro Holiday parce que c'est un joueur qui s'est coupé, c'est un joueur intelligent, qui puisse des fois pouvoir marquer ses points sans avoir besoin d'aller se les chercher. Tu vois, que juste, ah bah tiens, c'est Grayson Allen qui a la balle, il a créé des décalages, la défense est un peu concentrée sur lui, boum, c'est là où moi je flash dans le dos, je marque mes 2 petits lay-up, tu as des petites possessions comme ça dans le deuxième quart-temps, et qu'après, au bout d'un moment, bah, tiens, c'est bon, on a l'avantage. Parce qu'en fait, les Bucks, alors, bon, c'est un très mauvais exemple parce qu'ils viennent de perdre le match après avoir mené de 10 points. Mais c'est une équipe, quand elle est au contrôle, elle sait défendre fort. Donc, tu vois, je me dis, si cette équipe, elle arrive dans le quatrième quart-temps avec 8-9 points d'avance, ils sont capables de se dire, même si on ne marque pas de points, on s'en fout. De toute façon, on va t'arrêter sur chaque possession. Tu vois, ils ont cette mentalité-là. Moi, je pense vraiment que ça passe par un espèce de match comme ça où ils sont capables de vite se mettre au contrôle, de trouver des points autrement que par Giannis. Et après, voilà, défense à mort sur la fin. Je me demande s'il ne devrait pas faire sortir Allen du banc et mettre Connaughton dans le 5. Moi, j'aime bien l'intensité qu'il apporte à chaque fois. Je trouve qu'il met ses shoots. Et comme tu disais, Allen je le trouve pas à l'aise là, dans le line-up de départ. J'ai un peu de mal pour l'instant. En fait, j'ai l'impression que Allen est dans le 5 pour ses qualités défensives. Il est quand même plus grand que Connaughton. Ouais. Par contre, Connaughton, je trouve qu'il a plus de diversité dans son jeu. Notamment, je le trouve très bon loin du ballon. Oui, il coupe, il va chercher des rebonds offensifs. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adorais DiVincenzo, qui finalement a pas pu, a été tradé, avait été blessé avant ça, avait pas mal manqué aux Bucks à un moment. C'est que je pense qu'il avait plus d'apport que ces 2 joueurs-là potentiellement. Et c'est effectivement ce qui leur manque un petit peu. L'autre facteur qui peut être intéressant, tu as parlé de Brook Lopez parmi les remplaçants. Sur les derniers matchs, je l'ai vu aussi louper pas mal de trucs que d'habitude, vraiment, il marque. Il y a plusieurs fois, en fait, notamment c'est dans le Game 3, je crois, où Milwaukee a essayé de profiter du fait que la défense de Boston switch surtout pour lui donner la balle dans son périmètre en bas, pas uniquement au large mais en bas. Et je l'ai vu rater des petits tirs sur lesquels il est d'habitude automatique à 80%. Je pense que là aussi, c'est un joueur qui revient de blessure, qui n'a pas eu la continuité, les enchaînements auxquels il peut être habitué. Donc, ça peut être je pense que son rendement offensif, parce que défensivement, il est là, hein, comme tu disais, Antoine, ils sont tous là du côté de Milwaukee, peut être aussi une des clés qui peut débloquer certaines situations pour Milwaukee. Ouais. Clairement, c'est un facteur X, Brook Lopez. Ouais, mais comme tu disais, en fait, du côté de Milwaukee, j'ai l'impression que c'est pas comme si on s'attendait à ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un joueur qui step up, comme pour Philadelphie. On disait, bon, faut que si James Harden il step up, enfin, il monte pas, ce ne sera pas possible pour Philadelphie. Là, j'ai l'impression qu'il suffit que chacun monte un petit peu en niveau. Comme tout à l'heure, on parlait de Dallas. C'est exactement ce qui s'est passé pour Dallas dans le Game 4. C'est que chacun a un peu plus de réussite, arrive à hausser un petit peu son niveau. Et on sait aussi qu'en playoff, c'est souvent, finalement, les superstars sont considérées comme des superstars parce qu'elles sont capables de hausser leur niveau en playoff et que c'est là aussi souvent que les joueurs de rotation montrent un peu leurs limites. Ah oui, clairement. Mais ouais, je te rejoins moi sur tout ça. Je pense pas. Après, même si c'est pas tout ce qui. Alors, c'est l'idéal, ce que tu as dit, la situation où tous step up un peu. Mais même s'il y en a serait-ce qu'un ou deux très ciblés qui sortent vraiment un gros match, tu vois, ouais. j'ai l'impression que même ça fait déjà en fait la différence. C'est ce qui a fait la différence pour Boston.
Ouais, exactement. Exactement. Bah oui. Il faut peut-être aussi qu'Yanis retrouve un peu d'adresse là, parce que mine de rien, il n'est pas sur des gros pourcentages par rapport à ses standards. Ouais. Son dernier match, pareil, j'ai trouvé qu'il avait pris des tirs qu'il faisait des choses sur lesquelles il n'était pas forcément à l'aise en règle générale. Il shoot à 14 sur 32, c'est pas Yanis, quoi. Ouais, parce il est obligé d'en prendre 30. En fait, déjà, c'est presque Ça, problématique. Déjà, en fait, c'est c'est le vrai. fait que, voilà, Holiday, il est à 20 tirs et Giannis à 30. C'est, Ouais. c'est trop, en fait, pour chacun. Mm. Et n'empêche, la défense de Boston, c'est quand même fou, hein. Ils ont mis dur. Alors, Giannis, ça se voit moins, mais en fait, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Et en fait, coup sur coup, ils ont eu les deux meilleurs. Alors, je veux pas faire d'ordre, mais ils ont eu les deux meilleurs joueurs du monde bis, quoi. Kevin Durant et Giannis. Et les deux, ils les mettent sous leur standard. Ouais. Et alors Yanis s'en sort mieux parce qu'il physiquement il est tellement fort que voilà il arrive quand même à se créer des tirs. Mais ouais, c'est incroyable. Ils arrivent à stopper. Je pense que si les Celtics ils passent cette série, euh, c'est tu peux te dire mais en fait c'est marrant. J'arrive pas à les voir comme un candidat. En fait, j'arrive pas à les imaginer champions. C'est depuis le début de la saison qu'on est avec c'est comme ça. Ouais, j'y arrive pas, tu vois. Mais je me dis mais s'ils battent Milwaukee en fait, enfin, tu vois, je pense. Ils Après auront bon sorti, ils auront ouais. peut-être sorti la meilleure équipe de l'Est, malgré tout, hein, s'ils Ah passent bah Milwaukee. clairement, ouais, Ouais. clairement. Et tu te dis, mais ils sont capables de ralentir n'importe quel mec. Enfin bon, après là, c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est. Ah non, leur défense, en fait, même s'ils se font éliminer, peu importe, les Celtics sont. Leur défense est impressionnante. Faudra vraiment donner du crédit. C'est incroyable. Ouais, Ime Udoka, énorme travail d'Ime Udoka, parce que même sur les rotations, je vois là, c'est un petit peu mon curseur là, je regarde comment il utilise Peyton Pritchard, Mm. qui a vraiment des qualités, notamment offensives, qui a un battant aussi défensivement, mais qui est un peu plus limité défensivement, physiquement, tout simplement. Et voilà, je trouve que dans les rotations, il se trouve. Enfin, j'adore les rotations d'Ime Udoka. Je les trouve tout le temps pertinentes. Après, ça paye pas, ça c'est le jeu, quoi. Mais je trouve qu'il fait un job vraiment impressionnant sur ses playoffs. Ouais. Pour ses premiers playoffs en tant que head coach, c'est vraiment Ça chapeau, quoi. ressemble, ça ressemble quand même. C'est la série qui ressemble le plus à quelque chose qui se finira en 7 matchs, je pense, hein. Ça a Ouais. l'air d'être une évidence tellement ils sont. Là, c'est serré depuis 2 matchs et si je dois mettre une pièce sur une série qui va en 7, je pense que c'est celle-là quand même. Ce Il qui y a est sûr, c'est moyen. qu'on peut s'attendre à un gros match de Jason Tatum. Il y a un match ça sera fort. Après, Et je pense que même chose pour Yanis. Je pense que Yanis est trop fort pour que la défense de Boston puisse le gêner à ce point sur les 3 derniers matchs. Enfin, il suffit de se rappeler en finale NBA l'an dernier, quand il a décidé de hausser son niveau de jeu, plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit en face, quoi. Donc, je pense qu'on, d'un côté comme de l'autre, on peut s'attendre à une grosse perf d'un des joueurs de chaque équipe, quoi. T'allais dire, Antoine, pardon, je t'ai coupé la non, parole. non, j'allais te dire que Tatum, hier, mine de rien, dans le quatrième quart-temps, a été bien clutch. Mais oui, oui, mais je rejoins tout à fait ton analyse. Je pense que là, les stars vont être au rendez-vous. On va avoir ça va être d'autant plus intéressant d'ailleurs, parce que du coup, ça mettra, pour rejoindre encore ce qu'on disait, ça mettra encore plus l'accent au final sur les perfs des role-players. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas, je ne vois pas une star se foirer. En tout cas, ni de côté Tatum, ni côté Yanis, quoi. Ouais. Allez, on va finir par la dernière série, la seule qui est pas à 2-2, Warriors Grizzlies, 3-1 pour Golden State, avec toujours une incertitude autour de Ja Morant et de sa participation au prochain match. Est-ce que vous pensez qu'il reste encore de l'espoir pour Memphis de prolonger la série? Et ce que disait Antoine tout à l'heure, avant qu'on commence, c'était marrant, c'est que Memphis, dans tous les cas, avec ou sans Ja Morant, ça n'a pas l'air d'être une équipe qui est perturbée. C'est une équipe qui connaît sa force, qui sait comment elle joue. Et il y a des jours où tu as presque l'impression que le fait de ne pas avoir à passer forcément par Ja Morant, qui est le leader de l'équipe, bah, ça les libère encore plus et ils sont encore plus efficaces. Donc, évidemment que c'est mieux d'avoir Morant pour pouvoir, avec le potentiel de te claquer un match à 40 points pour espérer se qualifier. Mais avec ou sans, là, je pense que ce sera trop compliqué pour Memphis maintenant. En fait, ce qui me marque avec Morant, c'est que, tu vois, surtout sur le match d'hier, il y a plein de moments où tu te dis, ah, mais il joue mieux. Mais par Ouais. contre, arrivé à la fin, Mm. tu sentais qu'ils avaient clairement besoin de Morant, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça les rend plus imprévisibles euh, sur aller peut-être les trois quarts du match, du coup sur trois quarts temps, et que dans le dernier, bah, ça manquait de génie, en fait. Ça manquait de génie, ça manquait de talent.
Et c'est ce moment-là où les Warriors, avec Curry, avec Jordan Poole, avec Klay Thompson, les trois ont été maladroits hier soir. Par contre, les trois, dans le quatrième quart-temps, ils ont mis les paniers qu'il fallait. Poole, c'était sur les drives. Thompson, c'était sur des shoots. Curry, il y a eu 1 ou 2 shoots et après beaucoup de lancers. Mais tu vois, c'est là où l'absence de Morant, je trouve, a pesé. Maintenant, ouais, moi je vois comme toi. C'est-à-dire que peut-être Memphis, à l'orgueil, prendra le game 5. Surtout que les Warriors, je trouve que le plus gros défaut, moi, que je vois chez les Warriors, avant même d'éventuelles lacunes défensives, sachant que c'est quand même une bonne défense, vraiment leur plus gros défaut, c'est que je trouve que c'est une équipe qui se relâche trop. C'est une équipe qui, des fois, est pas Ça a assez en toujours été le mission, cas. en fait. Ouais, c'est ça. En fait, des fois, c'est quand tu as trop de génie. Tu peux être tendance à être, voilà, pas vouloir toujours forcer. Et voilà, c'est un peu à l'image c'est à l'image de Stephen Curry, quelque part. Et du coup, c'est une équipe qui est capable de se relâcher. Donc, je les imagine potentiellement capables de se relâcher et de perdre le match 5. Par contre, je pense que ça ne sera pas plus que Game 6, quoi. Si jamais ils venaient à perdre le 5, je n'imagine pas un monde où ils perdent ensuite à domicile. Moi, j'aimerais bien que Morant revienne et que ça reparle plus de basket que de polémique entre les coachs, est-ce qu'il lui a effleuré le genou assez fort pour le blesser, est-ce que machin doit être suspendu, est-ce que c'est une flagrante 2-3, enfin, c'est un peu épuisant de voir les déclarations des uns et des autres. On a l'impression que c'est un pugilat, alors qu'au final, ça reste une série, même si c'est intense, ça reste quand même incomparable avec ce qu'on a pu voir sur des séries par le passé, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Dans tous les cas, moi, j'espère qu'il y aura Ja Morant parce que voilà, c'est quand même un plaisir pour les yeux et ça équilibre les choses. Je pense tout simplement que si sans Ja Morant, les Warriors ont tous juste trop d'armes en fait. Parce que Ouais. même quand je vois les joueurs qui sortent du banc, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'adore autoporteur maintenant. Dans un rôle en termes de juste un role player qui fait ce qu'il a à faire, qui peut t'apporter des deux côtés du terrain. Il est excellent. C'est juste, je dis autoporteur comme ça parce pour moi, il représente un petit peu les joueurs de complément des Warriors. Alors, tous ne sont pas des joueurs de son calibre, entre guillemets. Il y a aussi des mecs qui n'ont pas été draftés. Là, il n'y a pas Gary Payton Junior qui est blessé, bien entendu, mais pour dire que les Warriors ont aussi découvert des joueurs, à commencer par Jordan Poole, là, qui a un autre niveau maintenant, mais ce n'est pas simplement des mecs qui avaient été surpayés dans des équipes et qui ont fini par arriver aux Warriors au bout d'un moment, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de qualité dans les joueurs que les Warriors mettent sur le terrain à tous les moments du jeu. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Trop de relâchement parfois, les balles perdues, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de cette équipe. Mais je ne vois pas comment Memphis pourrait vraiment renverser la situation. Surtout qu'il a le dernier match était ultra prenable. Quand tu regardes, les Warriors ont fait leur pire match à 3 points. C'était terrible. Le niveau du match était assez consternant. C'était très médiocre, honnêtement. Ouais. Et malgré ça, tu as Memphis qui mène de 3 points à 1 minute ou à 45 secondes dans la fin. Et ils n'ont pas réussi à tuer, à finir le job, quoi. Donc, si même dans ces circonstances-là, ça ne le fait pas, je pense que les Warriors ne vont pas faire un deuxième match comme ça. D'ailleurs, ils ont eu du mal à finir. C'est marrant parce que Jaren Jackson Jr. fait plutôt un bon match. Mais ouais, il finit pas bien. Et c'est là où tu vois un peu les limites dont on avait parlé il y a quelques semaines. Sur le côté, en fait, offensivement, il lui manque encore. Tu vois, il a un petit tir près du panier. Ouais, il se décale, ça tourne un peu sur le Ouais, cercle. et la manière dont il le prend, je sais pas, tu Ouais. sens qu'il y a un manque de technique. Son tir à 3 points, déjà, je pense qu'il est un peu rapide, celui qui est contré. Et en plus, pareil, dans l'exécution, il est pareil, ça manque un peu de technique. Tu sens que c'est encore un talent brut. Pardon. Sinon, pour les Warriors, j'y pensé. On avait parlé de Kuminga après la blessure de Peyton. Incroyable. Le gamin, il vient, il rentre, il fait 2 super. Enfin, il y a vraiment une profondeur. Ça m'y a fait penser quand tu as parlé d'autoporteur. Je me suis dit, il y a Kuminga aussi. Mais C'est fou, en suis fait. à 100% d'accord. C'est marrant parce qu'à un moment, il y avait des rumeurs. Enfin, c'était rumeurs. Le terme est trop fort. Bill Simmons proposait, on avait marre de voir Karl Anthony Towns perdre son temps à Minnesota et pas être comment dire, un franchise player. Ils disaient, ouais, ils ont qu'à échanger Wiseman, Kuminga et je sais pas qui pour Karl Anthony Towns et voilà, on n'en parle plus. Et Wiggins, forcément, il fallait quelqu'un avec un gros salaire. Ça aurait été marrant de voir Wiggins repartir à Minnesota. Mais
Kuminga, c'est clair que, enfin, on se disait bon bah si jamais les Warriors doivent faire un trade à la trade deadline, il y aura certainement soit Wiseman, soit Kuminga. Donc, Wiseman, on ne sait toujours pas vraiment quel type de joueur il peut être. En tout cas, Kuminga, enfin, je le vois jouer, je vois ce qu'il peut faire. Je vois aussi tout ce qu'il ne sait pas encore faire, mais quand on voit l'âge qu'il a, il y a vraiment potentiellement un très bon joueur. Et c'est incroyable de se dire que cette équipe des Warriors, là, enfin, j'en reviens à ça, là. Il joue sans Wiseman, quand même. Donc, un gars qui a été drafté numéro 2 de draft. Tu te dis, mais s'ils avaient pris n'importe quel autre mec, c'est pas contre Wiseman, là, c'est simplement le fait qu'il soit blessé. N'importe quel autre mec qui a été drafté dans les 5 premiers, mais quel talent il y aurait dans cette équipe, c'est juste incroyable, quoi. C'est qui est pris après? Donc il y a Lamelo. Alors Lamelo, je pense que maintenant, l'explosion de Jordan Poole peut atténuer vachement le fait d'avoir pris Lamelo. Parce que Lamelo aurait typiquement pu être le Complètement. joueur que Jordan Poole. C'est-à-dire que tous ceux qui se disaient ah non, mais Curry Thompson, Melo, ça ne passera pas, bah ça passe. Regarde comment ça passe, quoi. Et t'imagines Lamelo avec le talent qu'il a. Bon, après, qui est pris à Lamelo, vous vous souvenez ou pas? T'as Anthony Edwards en 1, Wiseman en 2, Patrick Williams Patrick Williams, rien en que Patrick 4. Williams, ouais. Et après, dans les bons, après, il faut descendre, mais tu as du Haliburton en 12. Pareil, à Liberton, j'imagine même pas. Mais ouais, Patrick Williams, par exemple. Après, Wiseman, c'était vraiment sur le futur, le joueur qui peut devenir. Mais là où je te rejoins, tu sais, tu as un deuxième choix de draft. En finale, il a encore une grosse valeur, vu que personne ne sait vraiment qui il Il est. sera peut-être très bon, hein, d'ailleurs. Ouais, On ne sait pas encore, quoi. clairement. Mais je me dis, là, moi, si je suis les Warriors, je me dis, attends, de ce qu'on voulait, c'était à la fois jouer sur le présent et le futur. Le futur, c'était censé être Wiseman. Imaginons qu'il ne soit pas champion cette année-là, hein, que cette équipe aille pas au bout. Je suis le GM des Warriors. Je me dis, mais attends, le futur, on a Kuminga et Poole. Le futur, on est tranquille. On a quand même deux joueurs qui sont là, franchement, pour moi, potentiellement, c'est deux All-Stars. Poole, je suis persuadé, tu lui laisses une équipe, vraiment, il peut devenir All-Star. Tu vois, et Kuminga, il a l'air d'avoir vraiment du talent. Euh, et je suis sûr que j'oublie un jeune. Ils ont Moses Moody, non, ouais, bon, en tout cas, tu as ces deux-là. Tu te dis, bon, notre futur, potentiellement, on a quand même une belle base, même sans Wiseman. On n'a pas été champion, mais on n'est pas passé loin. Mais transfert Wiseman, là, récupère n'importe quel mec chaud. Forcément, tu n'auras pas une star, mais tu peux vraiment aller chercher un très bon vétéran à une équipe qui, elle, veut se reconstruire et qui se dira ah, il était deuxième choix, il a quasiment pas joué à la fac, quasiment pas joué à NBA. Le mec a un corps, son potentiel est encore inexploité. Ça va peut-être devenir un joueur monstrueux. Bah, ok, on leur refile ce très bon vétéran contre Wiseman. Ce qui est sûr, c'est que, vraiment, je prendrais ce raisonnement-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Kuminga on n'entendra plus son nom dans des rumeurs de trade parce que je pense que là, ils ont compris l'impact qu'il pouvait avoir. Enfin voilà, c'est un joueur qui arrive il a joué en G-League. Je le trouve prêt. Avec le temps de jeu, il l'exploite bien alors que il le lance dans le bain, comme tu disais tout à l'heure, Théo, il le lance dans le bain, il arrive, il a l'air d'être prêt, d'être fonctionnel, quoi. Et je ne suis pas sûr que si demain les Wolves disent bon bah Towns on en a marre et il est trop con, je pense pas que les Warriors incluent Kuminga dans un trade. Mais d'ailleurs, il y a un truc que j'ai jamais vraiment aimé dans toutes ces rumeurs, avec notamment lancées par les gros insiders, c'était de toujours vouloir ramener un pivot à Golden State, en supposant que le point faible de Golden State était le poste de pivot, parce que forcément, si on regarde le 5, on voit que c'est Kevin Looney. Mais moi, je suis pas d'accord du tout avec cette idée, parce qu'en fait, ça priverait paradoxalement sans doute Golden State de sa plus grande force. Alors, j'imagine qu'il s'adapterait, mais je trouve que les 5 où il y a Draymond Green en pivot sont souvent finalement les meilleurs 5 des Warriors. C'est comme ça qu'ils ont gagné des titres, c'est comme ça qu'ils ont fait des super saisons. Bon, après, j'imagine que si tu leur donnes Joel Embiid, forcément, ils vont s'adapter. Oui. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà, si tu ajoutes un joueur de ce calibre. Mais Karl Anthony Towns, par exemple, qui est un excellent joueur, mais j'ai peur qu'en fait, ça déséquilibre. Je préférerais limite avoir un joueur moins fort ou carrément avoir le niveau dessus et que tu m'envoies Embiid ou Jokic. Il n'est pas assez fort tactiquement, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Towns, il n'arriverait pas. Je préfère que tu m'envoies un joueur du même niveau, mais à un autre poste, en fait. Donne-moi un poste 3 de ce niveau. En fait, de toute façon, je pense malgré tout qu'avec un talent comme Towns, le staff et Steve Kerr trouveraient le moyen d'adapter le truc. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que si tu veux jouer à. Enfin, Golden State, je ne vais pas dire c'est toujours bien d'avoir encore plus d'attaques, mais pour que ça marche à Golden State, il faut avant tout qu'il y ait la défense. Et parce qu'en attaque, ils ont déjà ce qu'il faut, quoi. Et finalement, Kevin Looney, qu'il mette 6 points, s'il en met 12, c'est incroyable, tout le monde est content. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est sur le terrain, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Sur les moments où il doit être sur le terrain. Donc c'est intéressant. Et puis Wiseman, voilà, si Wiseman
ne peut ne serait-ce qu'être une bien meilleure version de Kevin Looney. Les Warriors n'ont peut-être pas besoin de plus pour continuer à être très forts dans les 3-4 années qui viennent. Voilà, on verra. Je pense que le début de saison prochaine sera vraiment intéressant à suivre du côté des Warriors et de Wiseman notamment pour voir s'il y a vrais joueurs à conserver ou si ça peut être un asset à échanger, quoi. Oui, parce que eux, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Steve Kerr, il osera en fait lancer tester des choses, surtout encore plus s'ils sont champions en titre, tu vois. C'est-à-dire, si là, ils regagnent cette année, en début de saison prochaine, ils peuvent se permettre de se dire, bon, les 30 premiers matchs, si on fait 15-15, enfin 15-15, là, c'est même un scénario où ils se sont foirés, tu vois. Ouais, Mais si complètement. si on fait 20-10 ou 18-12 sur les 30 premiers matchs, on s'en fout. C'est pas grave. Si on a perdu 6 matchs parce qu'on a tenté de faire jouer Wiseman un peu plus, lui donner un peu plus de ballon, en fait, ils peuvent se permettre tellement de choses. Je pense que c'est les favoris encore. Je pense que cette année, c'est les favoris sur les équipes qui restent là. Je trouve que c'est. Ils ont des faiblesses, hein. Il n'y a aucune équipe qui est parfaite, mais offensivement, ils Je ont pense, tellement de puissance que c'est quelque Je chose, veux quoi. bien être d'accord avec toi aujourd'hui, mais je suis sûr que j'aurais changé d'avis demain déjà, tu vois. par contre, là où je suis, c'est l'équipe qui a le plus haut plafond. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas au niveau qui pourrait être le leur du côté des Warriors, que quand tu regardes le potentiel inexploité ou du moins les trucs qui coincent, je pense que c'est celle qui a le plus haut plafond de toutes les équipes encore en lice. Oui, parce qu'ils sont peut-être pas au niveau des Bucks, par exemple, tu vois. Mais enfin, et encore des Bucks enfin, toutes les équipes sont. C'est fou, en fait. Ça rejoint le thème du podcast, quoi. Mais toutes les équipes, il y a vraiment beaucoup d'équipes fortes. C'est assez impressionnant. Il n'y a aucune équipe qui est parfaite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, mais en fait, bah voilà, peut-être que cette faiblesse peut les tuer. Les Suns sont pas parfaits, les Bucks sont pas parfaits. Bon, il manque Middleton, les Warriors sont pas parfaits. Chaque équipe, les Celtics aussi ont leurs petits défauts, les Sixers, le Heat, c'est vraiment ça rend ces playoffs d'autant plus kiffants en fait. Bah, complètement. Eh ben, on en revenait à notre point de départ qui était qu'on kiffe ces playoffs et que finalement, bah, on n'a pas besoin des super teams pour apprécier le basket en NBA ou autre part. Bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Basket Session et à regarder là, je vous présente pour ceux qui nous regardent en vidéo les deux derniers numéros de Rivers. Le numéro 8 spécial Bad Boys, dans lequel on était revenu un petit peu sur tous ces joueurs qui avaient été catalogués à raison ou à tort comme étant des mauvais garçons, des fauteurs de troubles, certains pour des raisons tout à fait légitimes, d'autres beaucoup moins. On parle de Dennis Rodman, on parle de Kevin Garnett, Draymond Green, des Bad Boys de l'époque des Pistons, bien entendu. Voilà, je vous incite à aller jeter un œil au sommaire et éventuellement à l'acheter si ce n'est pas encore le cas, tant qu'il en reste. Et puis, bien sûr, notre numéro 9, le dernier numéro en date, numéro spécial 2003, pardon, sur toute la révolution 2003, avec ce passage de témoin entre la dernière saison pro de Michael Jordan, l'arrivée d'une cuvée de rookies exceptionnels avec Carmelo Anthony, LeBron James, Boris Diaw notamment et d'autres, le lancement de la dynastie des Spurs avec le Big Three emmené par Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker. Bref, tout un tas de choses. Allez jeter un coup d'œil sur Basket Session pour voir ce qu'il en est. Allez aussi sur Basket Session pour lire les analyses de Shai, d'Antoine et de tout le reste de l'équipe rédactionnelle. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme. Ciao. Ciao. Ciao.